Cray est le chef du clan le plus puissant du monde, A Grieving Soul, et il est très respecté pour sa sagesse et son pouvoir, mais en réalité, c'est un vrai faible qui veut juste trouver un moyen de quitter son travail. Nous voyons Cray faire la queue lors d'une réunion du clan des chasseurs de trésors, et il a l'air de ne pas vouloir être là, mais il n'a pas le choix. Dans ce monde, les chasseurs de trésors sont des célébrités, car ils explorent les coffres aux quatre coins du monde et risquent leur vie contre les fantômes, le tout sans assurance maladie. C'est un travail dangereux, mais la promesse de gloire et de richesse pousse des dizaines de personnes à devenir chasseurs de trésors chaque année. Pour cela, ils rejoignent souvent un clan comme First Steps, qui est largement reconnu dans la capitale comme l'un des meilleurs qui ait jamais existé. Il s'agit d'un ensemble de groupes qui s'entraident, et s'il y a tant de gens à rejoindre, c'est parce que, à moins de s'appeler Jean Wu, il y a une limite à ce que l'on peut faire en tant que chasseur solitaire. Cray essayait d'en finir sans trop attirer l'attention sur lui, mais la fille derrière lui se met à parler et lui demande s'il est ici pour rejoindre un groupe. Cray tente de l'ignorer jusqu'à ce qu'elle s'en aille, mais avant qu'il ne s'en rende compte, elle s'est déjà avancée devant lui et se présente. Elle s'appelle Ruda et est une chasseuse de niveau 3. Elle tend donc la main à Cray, mais celui-ci refuse de la lui serrer, bien qu'il lui donne son nom. Ruda est déçue que Cray ne lui ait pas serré la main, mais elle s'en remet et commence à parler d'elle. Jusqu'à présent, elle chassait en solitaire, mais elle est tombée sur un coffre-fort appelé le repère du loup blanc, et comme elle ne pouvait pas s'en occuper seule, elle a voulu rejoindre un groupe. C'est alors que l'homme devant eux se retourne et dit à Ruda qu'elle ne devrait pas essayer de s'attaquer à des coffres aussi dangereux que le repère du loup blanc, alors qu'elle n'est encore qu'au niveau 3. Il sourit et la traite d'amatrice inexpérimentée car, même si elle est de niveau 3, elle est encore une débutante comparée aux autres chasseurs professionnels. La dispute s'envenime, Ruda se met en colère et Cray regrette de ne pas être restée à la maison pour ne pas être mêlée à cette histoire. Ruda sort ses couteaux et s'apprête à attaquer l'homme, mais avant qu'elle ne fasse quoi que ce soit, un garde s'approche et rappelle à Ruda que nous ne sommes pas dans les rues de Londres et que si elle continue, elle sera exclue de la réunion du clan. Elle se rend compte qu'elle a perdu son sang-froid pendant un moment, alors elle range ses couteaux et s'excuse pour son emportement, pendant que Cray essaie de faire comme s'il n'était pas là. Un peu plus tard, Cray arrive à la réunion du clan, et Ruda est toujours avec lui parce qu'il est la seule personne qu'elle connaisse ici. Elle est stupéfaite de voir tous les puissants chasseurs présents et se sent un peu dépassée, car elle n'a jamais mis les pieds dans un tel endroit. Elle demande à Cray s'il est déjà venu, et lui répond que c'est la 5e fois qu'il vient ici. Ruda pense qu'il doit être nul en tant que chasseur s'il doit revenir à chaque fois à la réunion de recrutement. Chez les chasseurs, le talent est primordial, et même une personne quelconque peut se faire un nom et grimper les échelons. Ruda remarque un groupe en tenue flashy de l'autre côté de la salle et interroge Cray à ce sujet. Il l'informe que le groupe s'appelle Arc Brave et que, de tous les groupes qui recrutent aujourd'hui, c'est indéniablement le plus fort. En tant que groupe, ils ont réussi une fois à terminer un coffre de niveau 7 avec seulement 6 membres, ce qui fait qu'ils sont très respectés. Si vous êtes repéré par leur chef, Arc Roden, vous êtes pratiquement assuré d'avoir une bonne carrière de chasseur, bien qu'il soit assez pointilleux sur ses critères de sélection. Ruda est intriguée par l'idée d'en savoir plus, alors elle pose des questions sur le bureau vide dans le coin de la pièce, mais avant que Cray ne puisse dire quoi que ce soit, le type de tout à l'heure s'approche et lui dit qu'il va tout lui expliquer. Ruda ne souhaite pas vraiment son aide après la dispute qu'ils ont eue à l'extérieur, mais Greg lui explique quand même. Il lui explique que le bureau appartient au groupe qui a fondé ce clan, les Griffés. Le groupe était composé de jeunes talents qui sont apparus dans la capitale il y a quelques années et qui se sont fait un nom sous le nom de The Grieving Soul, mais ce que les autres ne savent pas, c'est que le groupe légendaire est composé d'amis d'enfance de Cray. Apparemment, des rumeurs circulaient selon lesquelles le groupe The Grieving Soul recruterait aujourd'hui, mais comme leur place est vide, Greg suppose que les rumeurs étaient fausses. À ce moment-là, un gamin venu ici dans l'espoir de s'inscrire au groupe The Grieving Soul remarque qu'ils ne sont pas encore là, et il devient furieux parce qu'il pense qu'il deviendra un jour le chasseur le plus fort du monde, et que le seul groupe qui vaille la peine d'être rejoint est The Grieving Soul. Greg trouve le gamin amusant, mais Ruda n'a pas le courage de dire quoi que ce soit, car le gamin a un niveau supérieur au sien. C'est alors qu'intervient Tino, une jeune fille prête à faire taire le gamin roux par la violence, car elle est la seule à mériter de rejoindre le groupe des âmes en peine. Son partenaire tente de la calmer, car cela ne vaut pas la peine de faire une scène, même si le rouquin était vraiment ennuyeux. Pendant une seconde, on a l'impression qu'ils se sont suffisamment calmés pour éviter la bagarre, mais Greg se joint à eux avec son instigation de premier ordre, et tout d'un coup, la salle entière soutient la bagarre. Les gants sont retirés, Tino et le gamin s'affrontent. Cray sent bien que les choses vont bientôt s'agiter, et il ne veut pas être là quand ça arrivera, alors il demande à Ruda de venir dehors avec lui. Alors que le combat est sur le point de commencer, Tino a déjà l'intention de tuer le gamin pour ce qui n'était en fait qu'une vantardise, et elle appellera Saul plus tard pour qu'il s'occupe des accusations de meurtre. C'est du moins ce qui était prévu jusqu'à ce qu'elle sente une présence familière à proximité. Dès qu'elle aperçoit Cray, elle oublie le combat et fonce sur lui. Cray est pris au dépourvu par cette attaque soudaine et trébuche en arrière.
Tino se retourne nerveusement, l'appelle « maître » et lui demande s'il l'a vu perdre son sang-froid. Ark s'approche à son tour et salue Cray, qui attendait son arrivée. De toute façon, il n'aurait pas pu commencer la réunion du clan avant l'arrivée de Cray, puisqu'il est à la fois le maître du clan et le chef des âmes en peine. Tous ceux qui ne l'ont pas encore reconnu sont choqués d'entendre cela, car cela signifie que Cray doit être la personne la plus importante ici. Cependant, toute l'attention qu'il reçoit le rend malade, et il a vraiment envie de rentrer chez lui. Il y a plusieurs années, lorsque Cray et ses amis d'enfance sont arrivés dans la capitale, ils ont nettoyé tous les coffres des débutants en un temps record, mais il y avait un problème, Cray n'avait aucune idée de ce qu'il faisait. Il a été sauvé d'un monstre et ses coéquipiers ont pensé qu'il baissait intentionnellement sa garde pour servir d'appât. Il a accepté, mais il était sur le point de se faire dévorer. Ils partageaient tous le même rêve, devenir des chasseurs exceptionnels, mais contrairement aux 5 autres, Cray était exceptionnellement ordinaire. Il savait que tôt ou tard, il ne serait plus qu'un fardeau pour le groupe, et il ne voulait pas que ses amis lui en veuillent pour sa faiblesse, alors il décida de quitter le groupe de lui-même. Cependant, lorsqu'il a essayé de démissionner, il a fini par être nommé chef du groupe. C'est ainsi qu'il est devenu le chef de ses amis d'enfance vraiment doués, mais il aimerait vraiment pouvoir se retirer de la vie de chasseur. Ruda et Greg n'arrivent toujours pas à croire qu'ils ont parlé au maître du clan pendant tout ce temps. Alors que Cray est assis sur sa chaise, Ark s'approche et demande si Cray est arrivé en retard parce qu'il voulait observer la foule comme un simple citoyen. Cray dit qu'il s'est juste endormi, mais Ark ne l'écoute pas et croit fermement que Cray est arrivé en retard volontairement. Pour une raison ou une autre, Cray a beau essayer de s'expliquer, les gens le comprennent toujours mal et le font passer pour meilleur qu'il n'est en réalité. Tino n'aime pas la proximité d'Ark avec Cray, elle veut donc le faire expulser du clan, mais Cray n'en a pas l'intention. Tino est un chasseur de niveau 4 qui est aussi l'apprenti d'une amie d'enfance de Cray, Liz, et elle le fréquente beaucoup. Ark demande à Cray s'il a de bons candidats à recruter, mais il n'est pas nécessaire d'ajouter de nouveaux membres au clan pour l'instant. Cependant, comme Ark ne recrute presque jamais de nouveaux membres, Cray profite de l'occasion pour lui demander s'il prendra sérieusement en considération les recommandations qu'il lui fera. Ark répond qu'il acceptera tout ce que Cray choisira, ce qui surprend tout le monde. Le vice-capitaine tente donc de le dissuader de prendre une décision aussi irréfléchie. Cependant, Ark lui coupe la parole et dit que toute personne choisie par Cray sera digne de rejoindre son groupe. Tino commence à rougir parce qu'elle pense qu'Ark envisage de la recommander, mais elle n'aime pas non plus Ark, alors elle est un peu hésitante quant à savoir si elle doit accepter ou non. Soudain, l'enfant de tout à l'heure, qui s'appelle Gilbert, soit dit en passant, se présente devant la foule et est tout à fait prêt à mendier si c'est ce qu'il faut pour être accepté par Cray. Cray essaie de se demander si Gilbert est un bon choix ou non, mais il abandonne rapidement, car il n'est pas un bon juge. Il n'a aucune idée de la façon dont on peut savoir si quelqu'un deviendra fort à l'avenir, alors il décide de s'en remettre à la chance. Il dit à Gilbert qu'il est prêt à le recommander, mais à une condition. En tant que chasseur, le plus important est de s'assurer que l'on gagne toujours. S'il manque de force, il finira par mettre les membres de son groupe en danger, Cray veut donc qu'il démontre qu'il a la capacité de toujours gagner. De plus, depuis que Cray a commencé sa carrière de chasseur, il n'a jamais perdu, mais c'est parce qu'il n'a jamais participé à un vrai combat. Quoi qu'il en soit, Cray retire l'un de ses anneaux et annonce à tous les chasseurs présents que la première personne qui présentera cet anneau à Ark sera acceptée dans son groupe. Le premier à recevoir l'anneau est Gilbert, mais cela ne dure pas longtemps, car moins d'une seconde plus tard, Tino lui saute dessus et le frappe si fort au visage qu'il est projeté à l'autre bout de la pièce. Gilbert a probablement besoin d'un médecin maintenant, mais personne ne se concentre sur lui car le ring roule actuellement sur le sol. Alors que tout le monde hésite d'abord à agir, il ne faut pas longtemps avant qu'il ne commence à se battre à son sujet. C'est alors que Cray décide de partir, et même si le bar est en train d'être détruit au moment où il sort, il dit « Ce n'est pas mon problème » et rentre chez lui. Cependant, le lendemain matin, c'est devenu son problème, car la bagarre dans le bar a fait la une des journaux. Apparemment, l'endroit a été entièrement rasé à cause de la bagarre, mais heureusement, il n'y a pas eu de victimes civiles à la fin de la journée. À la suite de ces événements, Eva lui annonce que l'association des explorateurs souhaite le rencontrer en privé, et Cray sait déjà que cela signifie qu'ils vont l'engueuler. Il demande comment Ark a pris la nouvelle, et Eva lui dit qu'Ark l'a plutôt bien prise et qu'il en a ri. Comme Ark n'est probablement pas fâché, Cray veut profiter de sa bonne humeur pour lui envoyer la facture de la reconstruction du bar et lui demander de s'occuper de la réunion avec l'association. Mais Eva l'informe que la réunion lui est spécifiquement destinée, et qu'il n'y a donc aucune chance qu'il s'en sorte cette fois-ci. Même s'il essaie de l'ignorer, le directeur de l'association, Gark, va le traquer comme il le fait toujours. Cray cède donc et accepte d'y aller, mais il utilisera son arme secrète pour en finir le plus vite possible. Et cette arme secrète, c'est de ramper et de s'excuser. Il fait également valoir que les seuls dégâts concernent le bar, que personne n'a été blessé et que le propriétaire du bar a été dédommagé pour les réparations, et qu'il ne devrait pas y avoir d'autres problèmes.
Gark n'a pas encore eu l'occasion d'engueuler Cray, mais après avoir vu ce dernier s'excuser, il laisse tomber pour l'instant. Cependant, même s'il n'y a pas de plainte officielle contre lui, Cray doit assumer la responsabilité de ses actes. C'est pourquoi Gark lui confie une quête, qu'il n'a pas le droit de refuser. L'association reçoit toutes sortes de quêtes pour les chasseurs, mais avec un tel volume, il y a forcément des quêtes si difficiles ou si peu rémunératrices que personne ne veut les faire. Ces quêtes sont ce que les chasseurs appellent des « corvées », et Cray ne veut vraiment pas avoir à s'occuper de l'une d'entre elles, alors il essaie de jouer la comédie, disant qu'il est trop important pour être coincé dans une corvée. Cependant, Gark ne le laisse pas s'en sortir, et Cray doit donc en choisir une. Cray ouvre le livre des quêtes et commence à chercher la quête la plus facile, et parmi toutes celles qui sont disponibles, le niveau le plus bas est de 3, alors il choisit celle-là. Il avait l'intention de confier le travail à Ark, mais lorsqu'il part à sa recherche, Tino l'informe qu'Ark est actuellement en réunion avec des nobles. Il sera absent pendant un certain temps, et personne d'autre n'est là, alors Cray n'a pas beaucoup d'options pour se débarrasser de son travail. C'est alors qu'il remarque que Tino porte sa bague, ce qui signifie que c'est elle qui a gagné son petit jeu hier, mais cela mis à part, il lui demande si elle est libre en ce moment. Tino est excitée car elle pense qu'il veut l'inviter à un rendez-vous, mais à son grand désarroi, il lui dit qu'il a une quête pour elle. Elle s'enfuit immédiatement, mais même si elle est rapide, Cray a des moyens de la rattraper. Il convoque son chien de chaîne, Silver, et lui demande de capturer Tino. En peu de temps, Cray l'attache sur une chaise pour qu'il puisse discuter de la quête avec elle. Elle se sent trahie parce qu'elle voulait juste sortir avec Cray et qu'il l'oblige à faire cette quête merdique toute seule. Cray lui demande si le problème est qu'elle ne veut pas le faire seule, et Tino répond qu'elle ne serait pas opposée à l'idée si Cray se joignait à elle. Cependant, cela signifierait que Cray devrait faire un vrai travail, et il choisit donc d'envoyer Tino en mission avec un groupe de chasseurs qu'il a rencontré hier. Il y a 6 ans, lorsque le groupe de Cray est arrivé à la capitale, ils étaient sur le point d'entrer dans l'association pour s'inscrire officiellement en tant que chasseurs, mais Cray a commencé à avoir des doutes dès qu'ils ont franchi la porte. Luke lui a dit d'arrêter de s'inquiéter autant, car c'est lui qui leur a suggéré de devenir les meilleurs de la capitale. Mais Cray ne s'inquiète pas de la force de son ami, il s'inquiète parce qu'il sait qu'il ne fera que les tirer vers le bas. Luke lui dit d'arrêter de dire des bêtises et prend sur lui d'ouvrir les portes de l'association et de déclarer qu'il est le plus fort épéiste du monde, suivi par Liz qui déclare qu'elle est la plus forte voleuse du monde. Après une telle entrée en matière, il n'y a pas de retour en arrière possible, et Cray se rend à la réception pour inscrire son groupe. Cependant, il veut leur faire regretter de l'avoir choisi comme chef, alors quand on lui demande de choisir un nom pour son groupe, il décide de choisir quelque chose de nerveux et appelle le groupe Grieving Soul, âme en deuil, sans aucune raison. Les autres membres du groupe trouvent ce nom trop sombre, mais lorsque Cray tente d'utiliser son mauvais sens de l'appellation comme excuse pour ne plus être le chef, ils changent tous d'avis et disent qu'ils adorent ce nom. De retour au présent, Cray organise une réunion avec toutes les personnes à qui il veut confier son travail, et Greg n'arrive toujours pas à croire que Cray est vraiment le maître de la guilde des Grievers. Aussi difficile à croire que cela puisse être, Cray confirme sa position, ce qui signifie qu'il est aussi le fameux « 1000 tours » dont tout le monde a entendu parler. Dans l'association, lorsqu'un chasseur atteint un certain niveau d'accomplissement et de prestige, il reçoit des noms spéciaux et devient pratiquement une célébrité. Cray s'est retrouvé avec Touzantric comme deuxième nom, mais Gilbert refuse de croire que Cray dit la vérité parce que Touzantric est censé être la personne la plus forte de la capitale, et Cray a l'air de ne jamais s'entraîner. Tino prend immédiatement la défense de Cray et dit que c'est Gilbert qui est trop faible pour comprendre la puissance de Cray, bien que Cray n'ait aucune idée de quelle puissance elle parle, car il n'est appelé le plus fort que grâce à ses amis qui le félicitent sans cesse. Cray demande alors à Gilbert et aux autres s'ils veulent accepter le poste, mais Gilbert refuse d'accepter une demande de Cray parce qu'il ne croit toujours pas que Cray est le plus fort de la ville. Greg essaie d'empêcher Gilbert de parler, car qui sait ce qui pourrait arriver si la personne la plus forte de la capitale se mettait en colère, mais Gilbert s'en moque et enfonce ses doigts dans le nez de Greg. Comme Gilbert semble ne pas vouloir participer, Cray renonce à le convaincre et passe à Greg. Greg accepte volontiers la demande de Cray, et il ne reste plus que Ruda. Comme la quête se déroulera dans un repère de loups, Cray a pensé que ce serait parfait pour elle, puisqu'elle essayait déjà de le nettoyer. Ruda n'est pas vraiment ravie d'avoir été choisie comme coéquipière, mais elle accepte. Cray est heureux de l'entendre et dit à Tino que si elle a besoin de plus d'aide, elle peut demander à quelqu'un d'autre du clan de l'accompagner. Tino supplie Cray de rejoindre l'équipe, mais il refuse catégoriquement. Maintenant qu'il a réglé la question du groupe de Tino, Cray se retourne pour partir, mais Gilbert n'aime pas le fait que Cray l'ignore, alors il décide de défier Cray en duel, et s'il perd, il rejoindra l'équipe. Cray déteste qu'on le défie, alors il trouve une solution simple et accepte le duel, mais à condition que Tino se batte à sa place. Tino est d'accord avec cet arrangement car elle est très énervée contre Gilbert qui a osé insulter et remettre en question son maître, mais elle en profite pour montrer à Cray à quel point elle peut être flexible avec de superbes angles de combat.
Gilbert s'est peut-être fait casser la figure par Tino hier, mais il dit qu'il a juste été pris par surprise et qu'il ne perdra pas contre elle une deuxième fois. Une fois qu'il aura battu Tino, il s'attaquera à Cray. Cray commence à s'énerver et n'a pas l'intention de se battre pour quelque raison que ce soit aujourd'hui, mais comme Gilbert semble si confiant, Cray l'informe que Tino est de niveau 4, tout comme lui. Tino renchérit en disant qu'il est hors de question qu'elle perde face à quelqu'un comme lui, et pour affirmer sa domination, elle laisse tomber ses armes au sol. Ruda et Greg commencent à s'inquiéter, car même si Tino est plus forte, le fait de se battre sans armes la désavantage sérieusement. Dans des circonstances normales, Tino devrait gagner ce combat car même si les deux sont au même niveau, Tino a gagné tous ses niveaux lors de missions en solo et a beaucoup d'expérience dans le combat contre les humains, elle devrait donc pouvoir gagner même sans son arme. Cependant, Gilbert possède l'épée de flamme pérorale, qui est un joker suffisant pour faire pencher la balance en sa faveur s'il l'utilise correctement, ou qu'il aurait fait s'il n'avait pas jeté son épée et décidé de se battre également à main nue. C'était sans aucun doute une décision stupide, mais Gilbert refuse d'être méprisé et veut se battre sur un pied d'égalité avec Tino. Tino sait maintenant qu'elle peut gagner, et elle dit qu'elle veut aller manger une glace avec Cray après avoir battu Gilbert. Au début du match, elle charge et frappe le visage de Gilbert. Celui-ci parvient à esquiver le premier coup, mais il reçoit tout de même un coup de pied au visage qui l'envoie valdinguer comme la dernière fois. Le combat semble déjà terminé, mais Gilbert se relève et revient à la charge pour continuer à se battre. Il ne fait pas grand-chose et se fait immédiatement attraper par une prise d'étranglement, mais au moins il a de l'esprit, même s'il s'efforce de le faire. Gilbert parvient finalement à se libérer de l'emprise de Tino. Cependant, il est immédiatement envoyé au sol par un coup de poing à l'arrière de la tête. Il ne se relèvera certainement pas cette fois-ci. Tino commence à célébrer et remercie Cray de l'avoir aidé à devenir si forte, bien que Cray n'ait jamais fait quoi que ce soit pour l'entraîner. Greg et Ruda n'en reviennent pas que Tino soit si forte, et Gilbert n'arrive pas à admettre qu'il y a quelqu'un de plus fort que lui. Depuis le jour où il a pris une épée pour la première fois, Gilbert a su qu'il était destiné à devenir un chasseur. En s'entraînant, il s'est rendu compte qu'il surpassait facilement les compétences des épéistes professionnels. Lorsqu'il fut enfin en âge de s'inscrire comme chasseur, il vint à la capitale et forma un petit groupe pour commencer à nettoyer les coffres. Jusqu'à présent, il n'avait jamais connu la défaite, mais même si elle ne l'aime pas, Tino peut apprécier que Gilbert soit un épéiste fort, et elle l'encourage à prendre son épée s'il veut continuer à se battre. Gilbert refuse à cause de son orgueil, et Tino est déçu parce qu'un orgueil aussi stupide ne peut que vous faire tuer. Même si Gilbert déteste l'admettre, Tino a raison, et s'il s'était agi d'un vrai combat, il aurait été tué plusieurs fois à l'heure qu'il est. Il doit se rendre à l'évidence qu'il n'est pas aussi fort qu'il le pensait, mais à ce moment-là, Cray l'appelle et devine que Gilbert a dû quitter son ancien groupe à cause d'une différence de force. Gilbert est choqué car Cray a tout à fait raison, et Cray lui explique qu'un problème similaire s'est posé dans son groupe, mais qu'il n'est pas parti à cause de cela, même s'il l'aurait voulu. Gilbert comprend alors que Cray surpasse tous ses coéquipiers et que Grieving Soul est le groupe le plus fort de la capitale, ce qui lui donne une toute nouvelle perspective sur ce que signifie être le plus fort. Cray remarque alors l'épée de Gilbert et lui donne un léger coup pour voir ce qu'elle peut faire. Des flammes commencent à en sortir à l'ordre de Cray, et Gilbert est stupéfait car depuis qu'il possède l'épée, il n'a jamais réussi à attirer des flammes aussi grandes que celles de Cray, et encore moins à les contrôler à ce point. Et Cray n'a même pas eu besoin de saisir l'épée par la poignée pour le faire. Dans ce monde, la matière mana est une substance grossière, et bien qu'elle soit omniprésente, elle n'est pas visible à l'œil nu. Cependant, dans les coffres au trésor, la matière mana est condensée dans toutes sortes de formes physiques. Mais il y a encore beaucoup de choses que l'on ne comprend pas. L'antre du loup blanc est l'une de ces chambres fortes, et on dit que des fantômes de loup trempés dans le sang s'y développent. Cray est donc content d'avoir envoyé les autres et de ne pas avoir eu à y descendre lui-même. Eva lui demande s'il est sûr que c'était une bonne idée d'envoyer des chasseurs inexpérimentés dans l'antre du loup, mais il pense que ça devrait aller puisque l'antre n'est que de niveau 3 et qu'ils sont tous les 4 assez compétents. Il tient également à remercier Eva pour les informations qu'elle lui a données sur Gilbert, car c'était vraiment drôle de voir sa réaction lorsque Cray a deviné au hasard tout un tas de choses sur son passé. Elle est ravie d'avoir pu lui rendre service, mais elle a aussi entendu parler de la façon dont Cray a utilisé les reliques de Gilbert sans effort, et elle veut savoir comment il s'y est pris. Cray explique que la relique était simple et qu'il pouvait la contrôler immédiatement. Même Gilbert, aussi inexpérimenté qu'il soit, a pu l'utiliser sans trop d'entraînement, alors Cray ne pense pas que ce qu'il a fait soit si impressionnant. Pourtant, il n'y a rien que Cray aime plus que de collectionner des reliques, alors il envisage sérieusement de demander à Gilbert de lui vendre l'épée. Mais Eva met immédiatement un terme à cette idée, car Cray consacre une grande partie de son budget à la collection de reliques. Sa collection étant déjà très importante, elle ne comprend pas pourquoi il en voudrait une autre. Cray lui explique que chaque relique est unique, et que même s'il possède plus de 20 anneaux, il peut toujours en acheter d'autres. Eva se rend compte qu'elle n'arrive pas à le convaincre,
mais même s'il a des revenus considérables, elle ne peut pas le laisser tout dépenser pour des reliques. Tous les bénéfices de l'association A Grieving Soul sont répartis équitablement entre les membres, quelles que soient les contributions, de sorte que, même si Cray ne fait presque rien, il reçoit un gros chèque à la fin du mois. Cray ne veut pas abandonner sa collection de reliques, alors quand il remarque qu'une de ses reliques a besoin d'être rechargée, il s'en sert comme excuse pour quitter la conversation. Il va voir un membre de l'association et lui demande de l'aider à recharger sa relique avec de la magie, et ils sont heureux de l'aider puisque Cray fait toujours beaucoup pour eux. Pendant que la relique de Cray est rechargée, l'homme parle à Cray d'un fantôme voyou qui est apparu sur la route du Nord et qui a détruit une caravane. 3 chasseurs de niveau 3 gardaient la caravane, le fantôme doit donc être puissant, et les chevaliers de 3e ordre recrutent actuellement un groupe d'extermination. Le rapport indique que le fantôme était un loup, et l'endroit n'est pas loin de l'antre du loup blanc, il doit donc venir de là. Il y a probablement eu une reproduction massive de loups, ce qui signifie que le repère grouille d'ennemis à l'heure où nous parlons, et que quiconque a la malchance de s'y trouver va passer un sale quart d'heure. Cray tente de dissiper ses inquiétudes et se dit que le groupe de Tino n'a probablement rien à craindre, mais les gens avec qui il est assis commencent à parler du fait que les monstres de l'antre du loup blanc se sont considérablement renforcés ces derniers temps, si bien que l'association a envisagé d'élever le niveau de menace. En fait, le groupe d'un lancier de niveau 5 a fini par disparaître dans ce caveau. Si bien qu'il est impossible que quelqu'un de moins de niveau 5 puisse s'en occuper. Cray est très inquiet et décide de jeter un coup d'œil à la quête qu'il a reçue plus tôt, réalisant seulement maintenant qu'il était censé sauver le lanceur de niveau 5 et son groupe. Il aurait dû lire les détails de la quête avant d'envoyer Tino et les autres là-bas, mais il est trop tard pour les rappeler maintenant. Les autres convives voient Cray agir bizarrement et lui demandent si quelque chose ne va pas. Il leur répond qu'il a envoyé Tino dans l'antre du loup blanc. Ils sont horrifiés que Cray ait envoyé Tino, qui n'était que de niveau 4, dans une chambre forte qu'un groupe de niveau 5 n'aurait pas pu vaincre. Ils supposent que Cray devait savoir à quel point c'était dangereux et qu'il l'a envoyé là-bas dans le cadre de sa formation, car quel genre de professeur irresponsable enverrait son élève dans une mission aussi mortelle sans avoir fait de recherche au préalable? Cray se lève soudainement et dit qu'il doit s'occuper de quelque chose d'urgent. Une fois dans les couloirs, il commence à avoir une crise de panique et tente de la justifier en disant que Tino est assez douée, qu'elle peut donc s'en sortir et que Gilbert est presque aussi fort qu'elle tant qu'il utilise son épée de flamme. Cependant, Cray se souvient qu'il a utilisé toute la puissance de l'épée lors de sa démonstration, donc si Gilbert ne l'a pas rechargée par la suite, cette épée est pratiquement inutile. Alors que Tino et les autres s'approchent de l'antre du loup blanc, ils commencent à sentir une aura dangereuse, même s'ils n'ont pas encore atteint l'antre. Tino s'attendait à ce que cela se produise puisque c'est Cray qui l'a envoyée en mission, c'est pourquoi elle a rédigé un testament au cas où elle mourrait. Bien qu'elle soit sûre de ne pas mourir parce que tout cela a été parfaitement calculé par Cray, elle pense que le fait qu'il les ait choisis pour l'accompagner dans cette mission doit également avoir été mûrement réfléchi. Mais Greg ne pense pas que ce soit possible puisque Cray ne les a rencontrés qu'hier. Gilbert reconnaît que c'est improbable, mais il ne pense pas que Cray ait pu faire des recherches sur chacun d'entre eux avant même qu'ils ne se soient rencontrés. D'ailleurs, l'incident du pub faisait probablement partie de son plan. Ainsi, bien que cette mission soit bien au-dessus de leur niveau, Tino est sûr que Cray ne les enverrait pas au hasard dans une mission à laquelle ils n'ont aucune chance de survivre. Malheureusement, c'est exactement ce que Cray a fait, et il en est tout retourné. Il décide d'aller les sauver lui-même. Il se rend dans sa chambre cachée et commence à prendre toutes les reliques qu'il peut transporter. Eva l'aperçoit alors qu'il s'en va, et elle pense elle aussi que Cray a intentionnellement envoyé Tino dans cette dangereuse mission, juste pour la mettre à l'épreuve. Et même s'il a manifestement tout prévu pour qu'elle ne risque pas de mourir, il doit tout de même être un peu inquiet, et il va donc prendre de leurs nouvelles. Elle remarque même que Cray porte la relique de bave de Citri, dont la possession est techniquement contraire à la loi impériale, mais il ne sait pas ce qu'il attend, alors il veut être prêt. Il se rend sur le balcon et s'équipe d'une relique de combinaison ailée afin de pouvoir se rendre au repère des loups blancs le plus rapidement possible. En partant, Eva espère qu'il reviendra à bon port, car la dernière personne à avoir utilisé cette combinaison ailée est morte après avoir percuté un mur la tête la première. Après une longue et difficile bataille, Tino et les autres ont finalement réussi à vaincre le loup, et Greg est soulagé qu'il ait réussi à l'abattre, mais Tino n'est pas satisfait de la façon dont l'équipe s'est comportée dans cette bataille. Il n'y avait qu'un seul loup, ils avaient donc l'avantage du nombre, mais ils ont quand même eu beaucoup de mal à l'abattre. À ce propos, Greg demande à Gilbert pourquoi il n'a pas utilisé son épée de feu, ce qui aurait rendu le combat beaucoup plus facile. C'est alors que Gilbert leur explique que son épée est en fait à court de mana, ce qui est étrange, car il aurait juré l'avoir chargée il y a quelques jours. Il se rend compte que la cascade de Kraï a dû décharger la relique et qu'il ne peut plus la recharger ici, ce n'est plus qu'une épée normale. Ruda pense qu'il vaudrait mieux faire demi-tour, car cette mission est déjà bien plus dangereuse que ce qu'on leur avait annoncé. En fait, dans ces circonstances, Greg est presque sûr que les personnes qu'ils sont censés sauver seraient déjà mortes, et qu'il ne servirait à rien de continuer.
Cependant, Tino prend la parole et dit à tout le monde qu'ils vont s'en tenir au plan, quoi qu'il arrive. Greg tente de faire valoir que leur survie est plus importante qu'une mission de récupération de cadavres, mais Tino le corrige car elle sait pertinemment qu'il ne s'agit pas d'une mission de récupération de cadavres. Elle est sûre que les cibles du sauvetage sont encore en vie dans la chambre forte parce que c'est Cray qui l'a envoyé sur cette mission, et il ne se trompe jamais. En fait, l'épuisement du mana de l'épée de Gilbert a dû être fait intentionnellement, car il ne veut pas qu'il se repose trop sur les reliques. Les autres sont convaincus et décident de suivre son exemple et de poursuivre la mission. Mais une fois arrivés à la tanière des loups, ils découvrent que tous les loups sont équipés d'armure et d'armes, et qu'il sera difficile de vaincre un grand nombre d'entre eux. Gilbert se porte volontaire pour sortir en premier et essayer d'éliminer quelques loups, mais Tino le traite d'idiot parce qu'il se ferait tirer dessus avant même de s'approcher suffisamment. Elle est la chef de l'équipe, à ce titre, elle doit s'assurer que tous les membres de l'équipe reviennent vivants. Comme Ruda et elle sont agiles, elle dit qu'elles vont courir et attirer les tirs des loups, après quoi Greg et Gilbert attaqueront par derrière. Les armes à distance ne devraient pas être une grande menace une fois qu'ils seront proches d'eux, mais même si les choses deviennent incontrôlables, elle refuse de sacrifier qui que ce soit. Pendant ce temps, Cray est en train de voler vers la tanière des loups, et il espère vraiment que Tino parviendra à survivre, même si elle doit sacrifier tous les autres pour y parvenir. Heureusement, Tino n'est pas là pour l'entendre, et elle continue à se battre avec les autres pour assurer la survie de l'équipe. Grâce à leur collaboration, les membres de l'équipe ont réussi à vaincre les monstres qu'ils ont rencontrés jusqu'à présent, même si cela n'a pas été facile. La principale raison pour laquelle ils ont pu vaincre les loups de cette manière est que les loups n'ont pas le sens du travail d'équipe, de sorte que lorsqu'ils sont de plus en plus nombreux à s'approcher de l'équipe, Gilbert et Greg sont persuadés qu'ils peuvent les abattre. Tino reconnaît que même si c'est la première fois qu'ils travaillent ensemble, cette équipe de fortune fonctionne étonnamment bien. Elle n'aime peut-être pas la personnalité de Gilbert, mais c'est un combattant puissant lorsqu'il utilise son épée, et Greg a beaucoup d'expérience, ce qui lui permet de bien s'entendre avec lui. Quant à Ruda, elle n'est pas très utile en termes de combat, mais comme elle et Tino sont tous deux des voleurs, Ruda peut s'occuper de la reconnaissance, ce qui permet à Tino de se concentrer sur le combat. Ruda est persuadée que chaque petit détail de la structure de cette équipe a été soigneusement pensé par Cray, et elle commence à le prier comme une sorte de dieu. Pendant ce temps, alors que Gilbert combat un loup dans le dos, il a un flashback de la dernière fois qu'il a parlé aux membres de son ancien groupe. Il s'était emporté contre eux parce qu'il ne faisait pas le poids. Ses coéquipiers se sont excusés et ont dit qu'ils n'arrivaient pas à le suivre, alors il a décidé de démissionner et de voler de ses propres ailes. Au fond de lui, il savait que ses anciens coéquipiers faisaient de leur mieux, mais l'écart de force entre eux et lui ne cessait de croître, si bien qu'il ne pouvait plus rester avec eux. Après cela, il n'a plus chassé qu'en solitaire, mais il sait maintenant à quel point il est agréable de travailler côte à côte avec quelqu'un. Gilbert et Greg parviennent à abattre le dernier loup de cette section, et l'équipe poursuit son chemin jusqu'à ce qu'elle tombe sur une vaste zone ouverte. Ils sont sur le point d'entrer, mais tout à coup, Tino demande à tout le monde d'attendre parce qu'elle sent quelque chose d'autre dans la pièce. Les autres se demandent si ce n'est pas le chasseur qu'ils sont censés sauver, mais d'après ce que Tino peut dire, le chef de la chambre forte se trouve devant eux. Greg pense que combattre le chef est un trop grand risque à prendre, il suggère donc qu'ils s'enfuient tous pour l'instant. Mais Tino fait remarquer qu'ils ont déjà réussi à se rendre jusqu'ici sans souffrir de blessures, alors un seul chef de voûte ne devrait pas être trop difficile à battre. Elle dit à Greg qu'il devrait faire preuve d'un peu plus de courage, car jouer la carte de la sécurité tout le temps ne l'aidera pas à grandir. Greg admet qu'il s'est contenté de son niveau de force parce qu'il est possible de gagner correctement sa vie en tant que chasseur de niveau 4. Avant même de s'en rendre compte, il s'est mis à fuir au moindre signe de défi, et son penchant pour la lâcheté est sans doute dû au fait qu'il a vu tous ses amis mourir à cause d'une bravoure insensée. Personne ne reprocherait à Greg de mener une vie de chasseur tranquille, mais le fait qu'il ait approché le clan des premiers pas prouve qu'il veut continuer à grandir, et Cray a dû s'en rendre compte, c'est pourquoi il l'a mis dans cette équipe. Greg ne croit pas que Cray ait pu réfléchir autant pour le placer dans l'équipe, mais quelle autre explication pourrait-il y avoir ? Il est impossible que Cray l'ait choisi au hasard parce qu'il n'était pas loin à ce moment-là. Ruda demande si Cray l'a choisi pour une raison particulière, mais la seule chose remarquable que Tino peut dire à propos de Ruda, c'est qu'elle a de grosses laitières. Pendant ce temps, Cray vole autour de la forêt près de la tanière des loups, et il espérait que Tino et les autres s'enfuiraient de la chambre forte une fois qu'il aurait réalisé qu'elle était beaucoup plus dangereuse que ce à quoi il s'attendait. Malheureusement, il n'a pas encore réussi à les repérer, alors il doit aller vérifier la tanière maintenant. Le wing-sui n'ayant pas de frein, il finit par s'écraser dans les tunnels de la tanière des loups. Pendant ce temps, Tino et les autres viennent de rencontrer le boss du donjon, et il est bien plus grand que ce à quoi ils s'attendaient. Alors que le boss fait le premier pas, l'équipe est obligée de se séparer et de commencer à courir autour de la pièce pour l'éviter. Mais même sans l'affronter directement, ils savent que cette chose est incroyablement forte, et même Tino commence à se demander s'ils pourront la maîtriser.
C'est alors qu'elle repère un point faible sur la tête du loup, et elle se rappelle que Cray ne l'aurait jamais envoyée sur une mission qu'il ne pensait pas qu'elle pourrait mener à bien, alors elle ne peut pas se permettre d'abandonner. Elle crie à Gilbert et lui demande de bloquer l'une des attaques du loup pour elle, après quoi elle s'occupera du reste. Gilbert accepte et, alors que le loup se rapproche d'eux, il charge pour attirer son attention. Alors que le loup le frappe, il bloque l'attaque avec son épée, et alors qu'il pense que le loup est totalement sans défense, Greg se précipite pour lui taillader les pattes, mais malheureusement, il se fait écraser comme un vulgaire insecte. Les autres ont l'air de bien s'en sortir, puisqu'ils se déplacent beaucoup plus vite que lui. Quelques secondes plus tard, Greg se relève et tente de rejoindre le combat, mais la seconde après, son épée est coupée en deux et le loup tente de lui asséner un coup mortel. Heureusement, Ruda a pu s'écarter à temps et le loup l'a manqué. Maintenant que la hache du loup est plantée dans le sol, Tino court dessus pour s'approcher de sa tête. Le loup tente de l'arrêter en lui griffant la jambe, mais Tino résiste à la douleur et poignarde le loup en plein dans la nuque. Le monstre loup est enfin vaincu, et lorsque Tino retombe sur le sol, Ruda va la voir, car elle a été gravement blessée. Tino dit qu'elle va s'en sortir car elle a une potion de guérison sur elle, ce qui lui permet de se remettre en grande partie de sa blessure. Pendant ce temps, Greg est un peu contrarié par le fait que son épée ait été brisée, mais il est toujours en vie, ce qui n'est pas si mal. Maintenant qu'ils ont réussi à vaincre le boss du coffre, le groupe pense qu'il ne leur reste plus qu'à retrouver les chasseurs disparus et à retourner en ville, alors Tino donne son épée à Greg pour qu'il s'en serve en attendant. Mais tout à coup, une flèche géante est tirée directement sur la poitrine de Tino, et bien qu'elle ait réussi à l'esquiver, le combat contre le boss n'est pas terminé, car 4 autres boss entrent en scène avec de nouveaux chargements. Il a fallu beaucoup d'efforts pour vaincre l'un d'entre eux, si bien que Tino n'est pas sûr de ce qu'il faut faire contre les 4 autres, et elle suggère qu'ils courent tous dans cette grotte étroite pour se séparer des loups. C'était un plan solide, mais les loups l'ont compris aussi, et l'un d'entre eux saute devant la grotte et en bloque complètement l'entrée. Greg et Gilbert se regardent et prennent la décision difficile de rester en arrière et de distraire les loups pendant que Ruda et Tino s'échappent. Les deux sont les plus rapides de l'équipe, ils ont donc les meilleures chances de survie dans une telle situation, et les gars leur feront gagner du temps. Tino ne sait toujours pas quoi faire et se demande ce que ferait Cray dans une telle situation. Soudain, elle se souvient de la bague qu'il lui a offerte, ce qui lui donne une idée. Elle annonce aux autres que personne ne se sacrifiera aujourd'hui et qu'elle chargera au premier loup. À ce moment-là, elle veut que tout le monde la soutienne. Greg et Gilbert prennent l'initiative et attirent l'attention du loup pendant que Ruda lui lance des kunai dans l'œil. Alors qu'il est temporairement aveuglé, Tino active la relique de l'anneau de tir, ce qui lui permet de tirer un rayon laser directement dans l'œil du loup, le rendant aveugle en un instant. C'est l'occasion rêvée d'attaquer, et Gilbert se précipite pour porter le coup de grâce. Cependant, même si le loup ne pouvait pas voir, il était capable de le sentir venir, et il a projeté Gilbert contre un mur. Tino vient le voir et Gilbert s'excuse de s'être blessé si gravement. Mais Tino lui dit qu'il n'a rien fait de mal, car c'est l'échec de son plan qui a conduit à cela. Ils n'ont plus d'idées à ce stade, et il semble qu'ils vont vraiment trouver leur fin dans ce caveau. Cependant, juste avant que le loup n'attaque, il est projeté contre le mur avec une force incroyable. Cray a atterri au bon endroit, mais il est tellement troublé par ce qui se passe qu'il ne remarque pas que l'un des loups s'en prend à lui. Cependant, grâce à l'une de ses nombreuses reliques, il est totalement indemne. Cette attaque aurait normalement dû le tuer, mais il a emporté une tonne d'anneaux de protection avec lui, ce qui lui laisse 17 vies. Il pointe ensuite le loup du doigt et active tous ses anneaux de tir à pleine puissance, envoyant une puissante explosion sur le loup, qui est projeté au loin. Tout le monde est impressionné par la puissance de Cray, mais il n'avait même pas l'intention d'attaquer, il a juste paniqué en voyant le loup et a agi par instinct. Malheureusement, malgré la puissance de l'explosion, le loup se relève. Cray s'y attendait, car il sait que les anneaux de tir n'infligent que peu de dégâts. Il est à nouveau encerclé, et il est vraiment heureux d'avoir apporté autant d'anneaux de protection avec lui, mais s'il veut s'en sortir, il va devoir utiliser la bave interdite. Il la retire de son collier et l'inspecte un peu avant de la jeter dans la foule de loups et de dire à tout le monde de commencer à fuir. La jambe de Tino est encore légèrement blessée, elle ne peut donc pas courir aussi vite que d'habitude, et Cray court plus lentement pour protéger les arrières de tout le monde, c'est du moins ce que tout le monde pense, mais il s'avère que Cray est en fait très lent par rapport à eux. Pendant qu'elle court, Tino a un flashback du premier jour où elle a rencontré Cray, c'est-à-dire lorsque son groupe l'a sauvée de la vente d'esclaves par des voyous de la rue. Depuis ce jour, Tino s'est entichée de Cray et cherche constamment son approbation. Une fois qu'ils sont en sécurité, elle attend nerveusement la réponse de Cray, car elle n'a pas pu terminer la mission. Avant que Cray ne dise quoi que ce soit, Ruda prend la parole et dit que même si elle n'a pas réussi à vaincre les boss, elle s'est quand même bien débrouillée en tant que chef. Cray reconnaît qu'elle s'est bien débrouillée, surtout parce qu'il s'attendait à ce qu'ils soient tous morts, mais elle les a gardés en vie.
Tino est très heureuse d'être félicitée, mais Cray remarque la blessure qu'elle a laissée à la jambe et utilise une de ses reliques de guérison pour la remettre sur pied. Greg demande à Cray s'il va vaincre les boss, mais il répond que ce n'est pas la meilleure option compte tenu des circonstances, et il leur dit de le suivre. À présent, Cray ne se soucie plus de la mission de sauvetage et veut juste partir, mais il n'a aucune idée de l'endroit où se trouve la sortie, alors il ne fait que mener le groupe en rond. Tino et Ruda sont tous deux des voleurs, et il aimerait bien qu'ils fassent un peu de reconnaissance, mais ils sont persuadés que Cray sait où il va, même s'il ne le sait pas. À ce moment-là, Gilbert prend la parole, et après tout ce qu'il a appris, il est certain que le grand Cray doit savoir ce qu'il fait, mais il a l'impression qu'ils errent sans but. Il demande si Cray les emmène vers la sortie, mais avant que Cray ne puisse répondre, Tino prend la parole et lui dit que ce chemin ne mène pas à la sortie. Elle a une idée approximative de la disposition du repère depuis qu'elle a vu une carte, elle sait donc qu'il se dirige dans la direction opposée à la sortie, et Cray doit avoir ses raisons pour cela. Ruda lui fait aussi totalement confiance, mais elle aimerait que Cray leur dise au moins où ils vont, mais ils restent silencieux. Ils finissent par arriver à un embranchement, et Cray décide au hasard du chemin à prendre, mais au moment où ils se retournent, tout le monde est sous le choc, car Cray vient de les conduire aux chasseurs blessés qu'ils ont été envoyés secourir. Bien sûr, Cray n'a toujours aucune idée de ce qu'il fait, mais comme tout le monde semble se diriger vers l'autre chemin, il les suit. Lorsqu'il les voit s'occuper des chasseurs blessés, il s'étonne que Tino les ait remarqués, car il ne l'aurait certainement pas fait. Le chef du groupe de blessés s'appelle Dave, et il remercie Tino de les avoir secourus. Tino lui répond que c'est Cray qu'il devrait remercier, car il n'aurait jamais pu arriver jusqu'ici sans lui. Cray essaie de leur dire qu'il n'a fait que deviner la direction à prendre et qu'il ne mérite donc pas d'être félicité, mais aucun d'entre eux ne le croit une seconde et pense qu'il est simplement modeste. Ruda a donné aux chasseurs blessés quelques potions pour les aider à récupérer, mais ils perdent encore beaucoup d'énergie car ils n'ont pas mangé depuis longtemps. C'est alors que Cray trouve la solution idéale, car il a emporté avec lui un sac magique. Il a une quantité quasi infinie de chocolat à l'intérieur, mais la seule chose que le sac peut stocker est du chocolat, donc il est plutôt inutile en dehors de ce scénario. Greg dit à Dave qu'il est content qu'il aille bien, car lorsqu'il a appris qu'un groupe de niveau 5 avait disparu dans ce donjon, il a eu peur qu'il leur soit arrivé quelque chose de terrible. Dave lui répond qu'ils ont survécu de justesse, ce que Gilbert a du mal à croire car, même si ces loups étaient forts, il est impossible qu'un groupe de niveau 5 ait été submergé par des monstres de ce niveau. Cependant, Dave ne parlait pas des loups, mais plutôt d'un petit fantôme couvert d'ossements qui, à lui seul, a mis à mal leur groupe. Quelle que soit cette chose, c'est l'incarnation même de la rancune. Il a le contrôle total de la chambre forte, et c'est donc probablement la malédiction de la lune d'argent qu'il habite. Il représente la rancune et le ressentiment de tous les monstres qui ont été tués, et grâce au coffre, il a gagné en puissance jusqu'à devenir un monstre absolu. Dave et le reste du groupe sont considérés comme les meilleurs en termes de force, et pourtant chacun d'entre eux était complètement impuissant face à cette bête. À tel point que Dave qualifie ce monstre de rival de Tuzansword, le membre de The Grieving Soul. Tuzansword est considéré comme le plus fort épéiste de la capitale. Il a étudié toutes les techniques d'épée orthodoxes, puis les a utilisées pour apprendre encore plus de techniques. C'est un prodige insondable, capable d'abattre des ennemis par dizaines, et tout cela avec une épée en bois. Luke n'est pas une personne à prendre à la légère, et Cray pense qu'il est exagéré de dire qu'un fantôme est aussi fort que lui. Après tout, si un tel fantôme existait vraiment, Luke l'aurait chassé depuis longtemps. Mais étant donné que le fantôme a complètement décimé un groupe de niveau 5, Cray ne pense pas que Tino et leur groupe seront en mesure de gagner contre lui, alors Cray regrette de ne pas avoir confié ce travail à Ark, pour ne pas avoir à s'en occuper. Dave poursuit en disant que le monstre jouait avec leur vie et qu'il ne les a pas tués immédiatement la dernière fois qu'ils se sont battus, mais que s'il le rencontre à nouveau, il les achèvera sans aucun doute. Ruda se tourne vers Cray et lui demande ce qu'ils doivent faire, mais Cray panique intérieurement parce qu'il n'était pas préparé mentalement à faire face à cette situation. Il regarde dans le vide pendant un moment avant de trouver une idée et de dire à Ruda qu'ils doivent donner la priorité à la sécurité des blessés, et qu'ils doivent donc s'échapper de la chambre forte avant toute autre chose. De plus, comme c'était à l'origine la mission de Tino, il lui dit que c'est elle qui est responsable à partir de maintenant. Tino pense qu'elle ne mérite pas le rôle de chef quand quelqu'un d'aussi grand que Cray est là, mais Cray insiste pour qu'elle prenne la tête parce qu'il ne veut pas le faire. Tino finit par accepter d'être à nouveau le chef, et elle est d'accord avec ce que Cray a dit à propos de l'évasion de la chambre forte, donc elle va mener tout le monde vers la sortie. Il devrait pouvoir y arriver plus rapidement puisque Cray a complètement guéri sa jambe, mais Cray lui dit de ne pas oublier qu'il y a encore des blessés dans le groupe, et qu'elle ne doit pas courir trop vite pour qu'il puisse la suivre. Il dit surtout cela pour lui, car il n'a aucune chance de suivre la vitesse de Tino alors qu'il n'est pas en forme. Après avoir traversé la voûte pendant un moment, Tino dit à tout le monde qu'ils se rapprochent de la sortie, et qu'ils ont eu de la chance jusqu'à présent puisqu'ils n'ont pas rencontré le fantôme mortel. Mais si cette chose apparaît, Dave promet de servir de bouclier à tout le monde pour leur donner le temps de s'échapper.
Tino lui assure que ce ne sera pas nécessaire car tant que Cray est avec eux, elle est sûre que tout le monde s'en sortira vivant. Mais Cray n'est pas du tout convaincu que tout le monde s'en sortira vivant. En fait, il envisage sérieusement d'attraper Tino et d'abandonner les autres si le monstre apparaît, mais pour l'instant, il décide de rester optimiste. Il lui reste 5 anneaux de sécurité, ce qui lui permettra au moins de survivre un peu s'il doit vraiment se battre, mais il n'a pas d'autres reliques utiles sur lui. Les anneaux de tir ne fonctionnent pas, et il a laissé tomber la seule relique d'épée qu'il avait en volant jusqu'ici, alors il est difficile d'être optimiste. À ce moment-là, tout le monde sent que quelque chose s'approche d'eux, alors ils se mettent tous en position de combat, et Cray se place devant Tino pour la protéger. Il n'a pas de relique d'attaque sur lui, mais il est prêt à utiliser son corps comme un missile humain avec la combinaison ailée s'il le faut. L'aura de la grotte change lorsque le fantôme commence à s'approcher d'eux. Tout le monde est terrifié, car ils savent déjà qu'ils n'ont aucune chance contre cette chose. Cependant, Tino voit quelque chose d'encore plus terrifiant apparaître derrière le monstre, et un sentiment de malheur imminent l'envahit, si bien qu'elle suppliquerait de l'aider. Cray semble savoir qui est la deuxième silhouette, mais il est plus confus qu'effrayé, car il n'a aucune idée de la raison de sa présence. À ce moment-là, la deuxième silhouette fait un pas éclair et élimine le fantôme d'un coup de pied. Après cette démonstration de force, il ne fait aucun doute pour Cray qu'il s'agit de Liz. Elle s'approche alors de Cray et pour s'en assurer, lui demande si c'est bien qu'elle ait donné un coup de pied dans le mur parce qu'elle ne sait pas vraiment ce qui se passe ici. Cray lui répond qu'elle n'a pas à s'inquiéter et elle est heureuse de l'entendre. Puisqu'elle est enfin parvenue à Cray, elle lui dit qu'elle a trouvé une de ses reliques d'épée sur le sol alors qu'elle était en chemin. Ruda et Gilbert comprennent immédiatement qui est Liz, mais Dave n'a jamais entendu parler d'elle, ce qui met Liz en colère car elle ne peut pas croire qu'il y a des chasseurs qui ne connaissent pas les âmes en peine. Elle avait déjà passé une mauvaise journée avant d'arriver ici parce qu'elle avait couru jusqu'à la maison juste pour voir Cray, mais on lui a dit que Cray était allé dans cette chambre forte. Au début, elle pensait que Cray s'inquiétait trop parce qu'elle était sûre que Tino aurait pu s'occuper de la mission tout seul, alors imaginez sa déception en découvrant que Tino est incapable de s'occuper d'un coffre-fort aussi mineur tout seul. Gilbert essaie de défendre Tino et d'expliquer qu'elle n'a rien fait de mal, mais Liz ne veut rien entendre et lui donne un coup de pied dans le mur, et il est pratiquement au bord de la mort à cause de ce coup. Maintenant qu'il n'y a plus de distraction, elle se remet à crier sur Tino pour être un faible incompétent après tout l'entraînement qu'elle a subi. Tino commence à demander pardon, et Cray trouve cela difficile à regarder car Liz est très dure avec Tino. Pendant que Liz hurle sur Tino, le fantôme se remet du coup de pied qu'il a reçu, et Ruda et Greg versent des potions de soins sur Gilbert pour l'empêcher de mourir du coup de pied. Cray ne veut pas que Tino reçoive lui aussi un coup de pied, alors il essaie de calmer Liz et lui dit qu'elle ne devrait pas être en colère contre Tino. Il l'a envoyée ici pour sauver des chasseurs, et elle a accompli sa mission, il n'est donc pas juste de la traiter d'incompétente après tout ce qu'elle a fait. Dès qu'elle entend Cray dire cela, toute sa colère disparaît et elle demande à Cray si Tino a vraiment fait du bon travail. Cray lui assure que Tino l'a vraiment impressionné. Pendant qu'il parle de gens impressionnants, Cray félicite Liz d'avoir enfin appris à se retenir dans ses attaques. Liz est très heureuse d'être félicitée, même si elle ne voit toujours pas l'intérêt d'affaiblir certaines de ses attaques, mais comme Cray insiste constamment sur ce point, elle a appris à freiner ses coups. Cray est content qu'elle ait suivi son conseil, mais elle devra peut-être encore y travailler car Gilbert est dans un état critique à cause de son coup de semonce. Tino s'excuse encore une fois pour tous les problèmes qu'elle a causés, mais Liz n'est plus fâchée. Elle lui dit qu'elle a un bon talent, mais qu'elle devra travailler beaucoup plus dur pour compenser son manque de force. Le fantôme s'est regroupé avec l'un des chefs des loups et se prépare à attaquer à nouveau le groupe. Mais alors que tout le monde est effrayé, Liz est simplement agacée parce que le monstre a eu l'audace de sortir une mitrailleuse comme s'il allait faire quelque chose. Elle ramasse son masque, alors que le loup commence à lui tirer dessus, elle reste plantée là parce que les balles se déplacent beaucoup trop lentement pour constituer une menace. Au moment où le pistolet n'a plus de munitions, Liz est toujours là, indemne, et non seulement elle a quelques balles dans la main, mais elle a même eu le temps de créer un motif avec le reste des balles qu'elle a attrapées. Elle avait déjà surmonté sa colère, mais après avoir appris que Tino avait perdu contre un monstre armé, elle est encore plus furieuse qu'elle ne l'était auparavant. Liz esquivait déjà les balles à l'âge de 10 ans, c'est donc une insulte à sa force qu'un monstre pointe une arme sur elle en pensant qu'elle fonctionnera. Elle allait montrer à quel point il est facile d'abattre un fantôme comme celui-ci, alors elle fait un saut périlleux arrière dans les airs, et en retombant, elle donne un coup de pied en plein dans le loup géant, le divisant en deux et le faisant exploser. Ce n'était pas difficile du tout, et elle ne comprend pas pourquoi Tino n'a pas fait la même chose pour vaincre le loup il y a longtemps. Pendant qu'elle parle, le fantôme sort son épée et charge sur Liz, mais comme pour le premier, Liz pense qu'il aurait dû être facile pour Tino de vaincre quelque chose d'aussi faible que lui. Après avoir attrapé l'épée avec 2 doigts, elle lui donne un coup de genou dans les airs et commence à lui asséner coup sur coup, tout en reprochant à Tino d'être trop faible pour y arriver tout seul. Tino fond en larmes, et Cray se sent mal pour elle, mais c'est un phénomène assez courant avec Liz comme entraîneur.
Lise est la chasseuse la plus rapide du monde, et son incroyable vitesse lui a valu le surnom d'ombre étouffée. Une fois que tout est terminé, Tino, Ruda et Gilbert se retrouvent à la guilde, et Gilbert les informe qu'il souhaite donner à Cray son épée de flamme, car il a appris qu'il s'en servait trop. Il a donc l'intention d'entraîner son corps à partir de zéro, jusqu'à ce qu'il soit capable d'attraper des balles comme Lise. Aucun des autres ne pense qu'il en sera capable, mais s'il veut vraiment ressembler à Lise, Tino pense qu'il devrait en savoir plus sur les masques qu'il porte. Tout le monde pense que Cray a fait cela intentionnellement pour cacher les forces de son groupe, mais en réalité, lorsqu'il a commandé les masques pour les âmes en peine il y a 6 ans, il a oublié de faire découper des trous pour les yeux, ce qui fait que tous les membres du groupe se battent en permanence à l'aveugle. Maintenant qu'une crise a été évitée, vous vous souvenez du Citri Slim que Cray a utilisé pour faire diversion. Il a été créé par l'une des amies d'enfance de Cray, Citri Smart, qui est la plus grande alchimiste du monde. L'une de ses expériences élaborées ayant abouti à la création de cette bave, elle a décidé qu'il serait plus sûr de la donner à Cray pour qu'il la garde en lieu sûr. Mais lorsqu'il a essayé de l'ouvrir, Citri l'a averti de ne pas le faire car cette chose pouvait détruire la capitale si elle était libérée, et comme vous le savez, Cray l'a libérée. Il est toujours dans le déni et espère que la bave apparaîtra comme par magie dans sa chambre, mais il n'a pas de chance. Il décide de s'asseoir sur son lit et d'y réfléchir rationnellement. Lorsqu'il a ouvert la fiole dans l'antre du loup blanc, il ne semblait pas y avoir quoi que ce soit dedans, et il a gardé la fiole enfermée dans son coffre-fort depuis que Citri la lui a donnée, donc la seule conclusion est que la fiole a toujours été vide, et qu'il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter, du moins, c'est ce qu'il espère. Pendant ce temps, dans l'antre du loup blanc, une équipe d'enquêteurs a été envoyée par l'association car il se passe quelque chose d'étrange à l'intérieur, et ils doivent faire toute la lumière sur cette affaire. Cray était tellement inquiet à propos de la bave qu'il n'a pas pu dormir la nuit dernière. Alors qu'il se promène dans les couloirs, il croise Eva qui lui dit que Gark veut qu'il fasse un rapport détaillé sur ce qui s'est passé dans l'antre du loup blanc. Cray ne veut vraiment pas avoir à faire un rapport, alors il demande si Tino peut le faire à sa place puisqu'elle était techniquement le chef d'équipe pour cette mission. Eva voulait d'abord demander à Tino, mais elle est occupée à s'entraîner avec Lise dans la salle d'entraînement, et Eva n'est pas stupide, elle ne va donc pas s'en aller. Par ailleurs, Cray demande à Eva si elle a entendu parler d'événements étranges dans la capitale ces derniers temps, mais elle n'a aucune idée de ce dont il parle, car la capitale est plutôt calme ces derniers temps. Cray lui répond que ce n'est pas grave s'il ne s'est rien passé, car il espère que les choses resteront calmes. Mais maintenant qu'il en parle, Eva dit qu'elle va consacrer toutes ses ressources à l'enquête pour trouver d'éventuelles anomalies. Cray essaie de l'en dissuader, car il ne veut pas qu'elle découvre qu'il a perdu la bave de Citri, et pour sortir de la conversation, il dit qu'il veut aller voir Tino dans la salle d'entraînement. Alors qu'il s'en va, Eva repense à tout le temps qu'elle a passé à travailler avec Cray. Malgré son attitude paresseuse, il a toujours été capable de faire des prédictions précises avec peu d'informations, qu'il s'agisse de catastrophes naturelles, d'anomalies dans les coffres à trésors ou même de politique. Au début, elle pensait qu'il s'agissait d'une simple coïncidence, mais après qu'il ait eu raison si souvent, elle croit en lui sans réserve. S'il s'inquiète de ce qui se passe dans la capitale, c'est qu'il y a quelque chose de grave. Alors que Cray se dirige vers la salle d'entraînement, il voit un groupe de chasseurs qui attendent à l'extérieur. Lorsque leur chef le remarque, il lui demande de l'aide, car aucun d'entre eux n'a pu s'entraîner aujourd'hui à cause de l'entraînement de Lise. Sven lui demande de trouver un moyen de la faire cesser, mais Lise est vraiment effrayante quand elle est énervée, et Cray ne veut pas avoir affaire à elle. Sven comprend les sentiments de Cray, car personne n'aime avoir affaire à Lise en mode combat, mais aucun autre grivé n'est encore de retour. S'il tente de l'arrêter lui-même, Lise pourrait bien tuer Sven, et Cray est donc la seule option restante. Et s'il n'arrête pas Lise, Tino pourrait bien finir par mourir à cause d'elle. Cray pense que Sven exagère parce qu'il est impossible que Lise tue vraiment Tino, mais en ouvrant la porte, il voit Tino allongé sur le sol et Lise sur le point de la tuer parce qu'elle est faible. Furieuse que Tino soit incapable de bouger, elle lève la jambe et s'apprête à lui fracasser le crâne, mais juste avant, Cray l'interrompt. Lise est heureuse de voir Cray, mais elle est au milieu de quelque chose, alors elle lui demande de ne pas la déranger. Elle pense que Tino a beaucoup de potentiel, mais qu'il est si faible et qu'il se plaint de choses comme des os cassés. Lorsque Lise était enfant, elle était beaucoup plus forte que Tino, alors elle ne comprend pas ce qui l'empêche d'avancer. Cray reconnaît que Lise était plus forte que ça à l'âge de Tino, mais Tino a clairement dépassé ses limites pour l'instant, et il suggère donc à Lise d'écourter l'entraînement d'aujourd'hui et de laisser Tino tranquille. Lise s'en prend à Cray et lui demande s'il essaie de l'empêcher d'entraîner Tino, ce à quoi Cray répond par l'affirmative, si bien que Lise accepte et dit qu'elle laissera Tino tranquille pour l'instant. Mais même si Lise est prête à laisser Tino partir, Tino ne veut pas avoir l'air faible devant Cray, alors elle se relève et dit qu'elle peut continuer. À ce stade, Cray ne peut plus rien faire pour arrêter Lise, alors il ferme la porte à clé et dit à Sven et aux autres qu'ils ne pourront pas utiliser la salle d'entraînement pour aujourd'hui. Sven accepte qu'il ne peut rien faire, mais ce n'est pas si mal puisque Tino devient plus fort, ce qui est une bonne chose.
Puisque Cray en a terminé, il s'apprête à partir, mais avant qu'il ne le fasse, Sven l'arrête et lui mentionne que la route du Nord a été envahie par des fantômes. Un groupe de l'Ordre des Chevaliers a été envoyé pour enquêter, mais il a été écrasé. Cray se souvient avoir entendu parler d'un voyageur attaqué par des fantômes près du repère du loup blanc, et maintenant qu'il y pense, il y a vraiment quelque chose qui cloche, et c'est probablement pour cela que Gark veut le rencontrer. Mais il ne veut pas avoir à travailler, alors il aimerait qu'Ark soit là pour s'en occuper à sa place. Ark est intelligent, fort, et les gens lui font confiance en tant que chef et combattant, alors Cray est sûr qu'il sera capable de régler ce problème à son retour. Mais d'ici là, Cray a l'intention de gagner le plus de temps possible pour ne pas se voir confier l'affaire. Sven voit l'air calme de Cray et pense qu'il est déjà en train d'élaborer un plan pour résoudre le problème, mais en réalité, Cray prévoit juste d'envoyer Sven à Gark et espère que Gark lui confiera la mission à sa place. Cray suggère à Sven de se rendre au bureau de Gark et d'accepter une mission puisqu'il ne peut pas s'entraîner aujourd'hui, et il veut aussi que Sven dise à Gark que Cray est trop occupé pour participer à une réunion avec lui. Sur ce, il se lève et s'en va, mais Sven a du mal à comprendre ce que pense Cray. Son cadet ne voit pas ce qu'il y a de si spécial chez Cray parce que, pour lui, Cray ressemble à un chef qui s'assoit et laisse ses subordonnés faire tout le travail à sa place. Sven lui répond que Cray a toujours été comme ça, mais que ce qui est important, c'est qu'il travaille toujours dans l'ombre pour assurer le bon fonctionnement du clan. Il conseille aux juniors de ne pas sous-estimer Cray, car cet homme est un monstre quand il le faut. Dans le bureau de Gark, il vient de recevoir un rapport indiquant que les lignes de lait près de l'antre du loup blanc sont inchangées, mais cela ne répond pas à la question de savoir ce qui cause tous ces incidents. Il veut en parler à Cray, mais son assistant lui dit que Cray est apparemment trop occupé pour le rencontrer, alors Gark a l'intention de rendre une visite personnelle à Cray plus tard pour ne pas éviter le sujet. Il pense que Cray est au courant de l'incident, car il n'entre jamais volontairement dans les chambres fortes, mais a récemment déclaré qu'il s'y rendait pour vérifier la situation, ce qui signifie qu'il doit se passer quelque chose d'important. Cray ne sait rien de tout cela, mais il se passe vraiment quelque chose d'important dans la chambre forte. La tour Akashi qui a mené des expériences, mais en raison des récents soupçons de l'association, elle craint que ses activités ne soient découvertes d'un jour à l'autre. L'appareil qu'ils ont créé exploite l'énorme quantité d'énergie qui circule dans les lignes de lait et la stocke ici, créant ainsi des modifications dans la chambre forte. Si la théorie du grand sorcier est correcte, cet appareil devrait permettre de créer des chambres fortes à volonté. Cependant, les recherches sont encore incomplètes et il ne peut pas se permettre de perdre son laboratoire au profit de l'association. Ses partisans s'interrogent sur l'absence de Sophie Black, qui est chargée de la défense de cet endroit, mais le grand sorcier répond que ce n'est pas de sa faute, car c'est lui qui a approuvé ses congés. Cependant, il a déjà envoyé un message pour qu'elle revienne immédiatement, elle ne devrait donc pas tarder. Il est certain qu'à son arrivée, elle résoudra le problème de l'espionnage de l'association, mais en attendant, le grand sorcier dit qu'ils doivent tous rassembler autant d'informations que possible. Cray fait un cauchemar dans lequel il est question d'une terrible catastrophe causée par la bave de Citri. Lorsqu'il se réveille, il recommence à paniquer parce qu'il ne sait toujours pas à quel point cette bave est dangereuse. Sa panique a également réveillé Lise et Cray ne comprend pas pourquoi elle est là. Mais elle se faufile tout le temps dans son lit, ce qui n'a rien d'anormal pour elle. Puisqu'ils sont tous les deux réveillés, Lise demande si Cray est occupé aujourd'hui parce qu'elle espérait qu'ils puissent sortir ensemble, mais Cray pensait que Lise avait prévu d'entraîner Tino aujourd'hui. Lise dit qu'elle donne à Tino une pause pour guérir de toutes ses blessures. Comme aucun des deux n'a grand-chose à faire aujourd'hui, Cray ne voit pas d'inconvénient à sortir avec Lise, et c'est une bonne occasion pour lui de se changer les idées après le cauchemar qu'il vient de vivre. Pendant ce temps, Gark vient de se présenter pour chercher Cray et la réceptionniste s'étonne qu'il soit venu jusqu'ici, mais Cray continuerait à l'éviter. C'est alors que Cray et Lise descendent et Lise est furieuse de voir Gark ici, car elle ne veut pas que quelque chose vienne gâcher son rendez-vous avec Cray. Gark essaie d'être poli et lui demande ce qui est arrivé à la voûte du palais de la nuit sur laquelle elle devait faire un rapport, mais Lise ignore sa question et commence à l'insulter pour avoir toujours compté sur Cray. Gark commence à perdre patience et lorsque Lise lui donne un coup de pied, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, alors il se retrousse les manches et est prêt à lui donner une leçon. Pendant ce temps, Cray ne veut pas être là et demande à l'assistante de Gark si elle veut monter avec lui. Pendant que Kaina et lui discutent, elle l'informe des résultats de leur reconnaissance. Cray trouve que c'est une bonne chose que les lignes de mana soient normales, mais il est bien plus préoccupé par l'autre problème qui se pose. Kaina est confuse et demande ce que Cray veut dire par l'autre problème, mais Cray ne veut pas lui dire qu'il a libéré un Slim qui pourrait détruire le pays, alors il lui dit que les détails sont encore confidentiels. Il lui dit qu'il aimerait aller enquêter un peu plus, mais qu'il est occupé aujourd'hui et qu'elle devrait peut-être demander à Ark de le faire, surtout parce que Cray ne pourrait jamais s'occuper d'une vraie mission tout seul.
Pendant ce temps, Gark et Lise sont toujours en train de s'affronter en bas, et bien que Gark soit beaucoup plus fort que Lise, elle est beaucoup plus rapide que lui, donc il n'a pas réussi à la frapper. Elle se moque de Gark parce qu'il s'est laissé déboussoler par son travail de bureau, mais cela ne fait que l'exaspérer, et il est prêt à lui jeter tout ce qu'il a sur la tête. Gark était connu comme un chasseur de niveau 7 de première classe avant de prendre sa retraite, et sa force est toujours digne de ce titre, mais Cray dit à Gark et à Lise d'arrêter de se battre avant qu'ils ne détruisent cet endroit. Gark est toujours en colère contre Lise, mais cette dernière se rend immédiatement auprès de Cray et oublie sa dispute avec Gark. Cray et Lise sortent ensemble et Lise remarque que Gark s'est vraiment laissé aller ces dernières années. Cray estime qu'il n'est pas juste de le qualifier de faible, car Lise s'entraîne encore souvent parce qu'elle est en service actif, alors que Gark doit maintenant s'occuper de toute la paperasserie. Cependant, Lise dit qu'il n'y a aucune chance que Gark réussisse à traverser la voûte de la parade nocturne dans son état actuel, alors Cray lui demande si les monstres de cette voûte étaient vraiment si forts. Le reste des Gryvers est toujours dans la voûte de la parade nocturne, mais Cray aimerait qu'il revienne rapidement, car il aurait besoin d'aide pour régler le problème des baveux. À ce moment-là, Lise donne son sac à Cray et part s'attaquer à un type au milieu de la rue. Cray lui demande ce qu'elle fait et elle lui explique que ce type les regardait avec méfiance. Cray estime que ce n'est pas une raison suffisante pour s'attaquer à un type et lui dit de le laisser partir. Il lui demande s'il va bien, mais il s'enfuit et Cray ne sait pas pourquoi. Lise est confuse et se demande pourquoi Cray laisserait s'échapper quelqu'un qui n'a manifestement rien de bon, mais elle se rend compte que Cray a dû l'ignorer intentionnellement parce qu'il a un plan, et elle s'excuse d'avoir agi à la hâte sans lui demander d'abord. Pendant ce temps, le gars trouve le chemin d'une boutique isolée et il fait partie de la tour akashique, mais il ne comprend pas comment il a été repéré puisqu'il les suivait à bonne distance. Le fait que Cray l'ait laissé partir après l'avoir attrapé amène l'homme à supposer que Cray sait tout de leur opération. C'est la fin de l'épisode 5. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine partie.